Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 13 juin 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. À cette occasion, plusieurs décisions importantes ont été prises. Vous aurez la substance dans cette édition. Le gouvernement du Bénin lance bientôt le plan, projet de reconstitution des actes de naissance. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'un atelier. Et puis le Premier ministre français Édouard Philippe a présenté mercredi au Parlement le calendrier et la méthode des mois à venir de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà pour le sommaire. Et dernière info, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement béninois s'est réuni en Conseil des ministres ce jeudi 13 juin 2019 au cours de cette séance hebdomadaire qui s'est déroulée avec la présence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Suivons un extrait du point de presse du ministre Oswald Omeki de la Culture et des Sports, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 13 juin 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Ce projet s'exécute en application du plan directeur du secteur de l'énergie mis en place par le gouvernement et intervient dans le cadre du programme Millennium Challenge Account 2. Il sera exécuté en mode partenariat public-privé, renforcera l'offre énergétique des localités concernées et améliorera notablement les services aux populations des dites localités. 4 collectivités territoriales sont directement impactées par le projet. Il s'agit des communes de Boycon, pour une puissance de 15 MW, Parakou pour une puissance de 15 MW, Djougou pour une puissance de 10 MW et Natitengu pour une puissance de 10 MW. En marquant son accord pour la construction de ces centrales, le Conseil des ministres a autorisé la mise en place d'une commission ad hoc d'appel d'offres pour conduire le processus de sélection des producteurs indépendants d'électricité. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin à la 9e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France à Brazzaville au Congo du 26 au 29 juin 2019 et la participation du Bénin à la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey au Niger du 4 au 7 juillet 2019. Je vous remercie. La célébration ce 13 juin 2019 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Elle a pour objectif de défendre les droits des personnes atteintes de l'albinisme, victimes de plusieurs formes de discrimination dans le monde. D'où l'importance de la dite journée qui vise à mettre fin aux croyances et mythes liés à l'apparence physique des personnes atteintes d'albinisme. Écoutons Franck Moussa, président de l'ONG Divine Connection Worldwide, au micro d'Eden Télévision. J'ai toujours l'habitude de dire que cette journée, si elle n'existait pas, il fallait la créer parce que c'est une journée qui met la lumière sur les personnes atteintes d'albinisme qui jusque-là peinent à trouver leur place dans une société qui les a vus naître et qui les a vus grandir. Les difficultés que les personnes atteintes d'albinisme rencontrent sont de 3 ordres. Bon, 2, généralement la 3e difficulté est une conséquence des 2 premiers. Notre acuité visuelle fait que nous ne voyons pas loin, on est généralement à 1 à 2 sur 20, ce qui est un peu gênant. Donc pour lire, c'est difficile, pour étudier, c'est difficile, ce qui fait que beaucoup de personnes atteintes d'albinisme abandonnent les bancs rapidement parce que trouvant les études très difficiles. C'est difficile de survivre avec le soleil, même si la plaie se cicatrise, cela nous attend quand nous abordons notre quarantaine et ça ressurgit parce que la peau maintenant s'effrite et se casse et c'est ça le cancer de la peau et c'est ça qui est la première cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Donc la 3e difficulté c'est la stigmatisation et
les marginalisations que nous subissons à cause de notre couleur de peau. Normalement, personne ne devrait être stigmatisé ou marginalisé à cause de sa couleur de peau. Nous avons une déficience au niveau de nos yeux et de notre peau. Ce qui a manqué à la peau, pour qu'elle soit comme ceci, c'est ça qui a manqué aux yeux aussi, pour qu'ils ne voient pas bien. En dehors de cela, nous sommes les mêmes. Bon, je pense que à mesure de sensibiliser les gens sur cela, ça pourra changer. Le gouvernement du Bénin lance à partir du 2 juillet prochain le projet de reconstitution des actes de naissance. En prélude à cette opération, l'exécutif a organisé ce mercredi un atelier à titre informatif des acteurs clés. Laurent Anthony Ikes pour le reportage. Plus de citoyens sans date de naissance. C'est l'ambition du gouvernement qui met en place le PIDEC, projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Pour informer les acteurs impliqués dans la délivrance des pièces d'état civil, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a organisé ce mercredi un atelier d'information sur le PRAN, projet de reconstitution des actes de naissance. Nous sommes dans un schéma de mise en œuvre de la responsabilité sans fait de l'État. C'est-à-dire trouver des solutions pour régler des problèmes de masse qui se posent à notre société et poser de nouvelles règles pour l'avenir. C'est pour ça que le gouvernement a pris la décision de lancer l'opération de reconstitution des actes de naissance sans souche sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision du gouvernement fait suite au constat après la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP. Il ressort que 2 500 000 Béninois ne disposent pas de pièces d'état civil et 16 400 ne connaissent pas leur âge. Cette action du gouvernement entre en ligne droite avec la dématérialisation des actes d'état civil thématiques. Les actes des 2 500 000 Béninois sont dématérialisés, numérisés. Le registre n'est qu'un témoin papier. Nous lui accordons un crédit éphémère. Mais il y a les versions numérisées. Et nous sommes à l'étape de la centralisation car bientôt, même si vous êtes né à Djougou, vous pouvez simplement en ligne demander l'extrait de votre acte de naissance et on vous le fera parvenir par voie électronique sans difficulté. Cette opération se passera en plusieurs phases, dont l'enregistrement des citoyens et la distribution des actes. Il est prévu également que les citoyens ayant des actes de naissance et qui par le passé avaient rencontré des difficultés dans l'établissement de leur carte nationale d'identité ou passeport se fassent enregistrer. La phase d'enregistrement débute le 2 juillet prochain et prend fin le 17 juillet. La maladie de la dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Dans ce reportage, Carnot François Roumelé-Rinton nous parle des causes, symptômes et traitements de la dite affection. Reportage. Comme rappelé grippe tropicale, la dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Son incidence progresse actuellement de manière très importante et l'inscrit aujourd'hui au rang des maladies dites réémergentes. Je vais commencer par dire que la dengue n'est pas une nouvelle maladie. C'est une maladie qui existe depuis fort longtemps, mais qui n'était pas présente au Bénin. Ensuite, j'ajouterai que c'est une maladie dont les manifestations ne sont pas mortelles dans la plupart des cas. Étant un arbovirus, les symptômes sont en fonction du type de dengue dont il s'agit dans le cas d'espèce. Les symptômes commencent généralement par une fièvre élevée à plus de 39 degrés, associée à un syndrome pseudo-grippal. Qu'est-ce que j'entends par syndrome pseudo-grippal? Nous avons l'asthénie intense, la fatigue qui est très intense. Nous avons des douleurs articulaires et musculaires. Et nous avons accessoirement des douleurs abdominales et des vomissements. Et ces symptômes vont faire juste environ 6 à 7 jours et regresser spontanément si c'est une dengue simple. Mais dans le cas où cette maladie vient à se compliquer, plutôt que d'avoir une régression de la température à 37 degrés, la température descend en dessous de 37 degrés. Les vomissements sont plus importants, les douleurs abdominales s'accentuent et nous avons l'apparition de signes hémorragiques.
Il n'existe aujourd'hui de vaccin commercialisé pour combattre cette maladie. Quel traitement alors pour cette affection? Ce qu'on fait dans nos pays, c'est plus un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite les symptômes du patient, on l'accompagne dans la phase de maladie et en espérant que ça puisse passer. Sinon, il n'y a pas vraiment un traitement à proprement parler pour traiter la dengue. Les seuls moyens de prévention sont le contrôle des moustiques vecteurs et la protection individuelle contre les piqûres de moustiques. Donc je demanderai aux gens, même en journée, s'ils veulent dormir, s'ils veulent se protéger contre la dengue, de mettre la moustiquaire pour se protéger. C'est la première chose. Donc éviter la prise d'aspirine ou d'ibuprofène et tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien. La dengue se développe de plus en plus dans les environnements urbains et provoque des épidémies de plus grande importance. Dans tous les cas, un diagnostic virologique précis et rapide est utile afin de confirmer l'étiologie à la fois pour la prise en charge des patients et pour les systèmes de surveillance de santé publique afin de lancer l'alerte et renforcer les moyens de lutte anti-vectorielle. Le Premier ministre français Édouard Philippe a présenté ce mercredi au Parlement le calendrier et la méthode des mois à venir de l'acte 2 du quinquennat jusqu'aux élections municipales de mars 2020. Le Premier ministre tire des leçons des Européennes et de la crise des Gilets jaunes. Il prône un profond changement de méthode sur la fiscalité. Édouard Philippe a annoncé une baisse de 350 € en moyenne de l'impôt sur le revenu par foyer pour la première tranche. Je vous propose de l'écouter. Avec le président de la République, nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Ceux-ci ne veulent plus des mots, ils veulent des actes. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Nous avons choisi de concentrer l'intégralité de la baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par le président de la République sur les classes moyennes qui travaillent. Le taux d'imposition de la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé de 3 points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 €, soit à ce niveau un tiers de l'impôt en moyenne. Il a également insisté sur la transition écologique. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. J'ai annoncé notre volonté d'en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu. Cette mesure constitue une première dans le monde. Elle figurera dans le projet de loi de lutte contre le gaspillage qui sera l'une des 3 priorités de la rentrée parlementaire en septembre. Je souhaite que les Français soient les premiers acteurs de la transition écologique. La Convention citoyenne pour la transition écologique et climatique constituera un moment de démocratie participative inédit. Elle pourra proposer de nouvelles mesures. Elle pourra en définir le rythme et les financements. Elle rendra ses conclusions au début de l'année 2020. Le gouvernement s'engage à traduire ces propositions en projet de loi, en mesures réglementaires, voire, pour les plus puissantes, à les soumettre à référendum. C'est sur ce discours que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.